Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Et dans cette capsule aujourd'hui les amis, eh bien, ce que je vous propose c'est de découvrir toutes les obligations inhérentes au régime micro-entreprise. Dans cette vidéo on va voir à la fois les obligations déclaratives, c'est-à-dire que celles qui vont concerner la déclaration de votre chiffre d'affaires sur lequel va porter le calcul de vos cotisations sociales, et puis un certain nombre également de taxes. Donc on va voir tout ça en détail. On va voir également les plafonds inhérents à la TVA en micro-entreprise. Et puis on va faire les points également sur les autres obligations, parce qu'il y en a d'autres, notamment concernant les assurances qui sont pour certaines obligatoires selon la nature de votre activité. Et puis on fera le point également sur toutes les autres obligations que vous devez également avoir en tête avant de décider de lancer votre projet avec le régime micro-entreprise ou pas, parce que en fait le régime micro-entreprise il est ni bon ni mauvais, en fait il va être adapté ou pas à la nature de votre projet. Dans cette vidéo on va donc voir toutes ces obligations, et puis je vais vous donner également un certain nombre de recommandations, un certain nombre de conseils pour que vous puissiez y voir plus clair, et puis au final faire le bon choix, en tout cas je l'espère. Voilà pour cette introduction, je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie de cette capsule. À tout de suite. Alors, bienvenue dans la deuxième partie de cette capsule, et donc on va voir tout de suite les obligations que vous allez devoir respecter une fois votre inscription réalisée comme micro-entrepreneur. Parce que qui dit nouveau statut veut dire nouvelles obligations, et n'oubliez jamais que le micro-entrepreneur est un chef d'entreprise à part entière. Ce n'est pas un sous-chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise à part entière, un entrepreneur, ce qui veut dire avec des responsabilités. Et je vous rappelle au passage que en micro-entreprise, vous êtes en entreprise individuelle. Ça veut dire que le patrimoine de l'entreprise est confondu avec le vôtre. Ce qui veut dire que si jamais vous faites des dettes, vous êtes totalement responsable de ces dernières sur votre patrimoine personnel. Donc faut faire attention, faut pas faire n'importe quoi. Alors naturellement, le législateur a mis en place quand même des filets de sécurité qu'il n'y avait pas auparavant, il y a quelques années. C'est-à-dire que votre domicile personnel, certes, est protégé, mais pas vos autres biens. Parallèlement, et c'est bien pour cette raison d'ailleurs que lorsque vous êtes marié et que vous créez une micro-entreprise, par exemple, et c'est exactement le cas quand vous créez une société, vous avez une lettre formalisée qui doit être signée par votre conjoint, qui justifie le fait que vous l'avez bien informé de la création de votre entreprise, parce que ça engage le patrimoine commun, d'accord? Alors naturellement c'est pas le cas lorsque vous êtes marié sous séparation de biens avec un contrat de mariage, mais c'est pas forcément la majorité d'entre vous. Alors je dis pas ça pour vous faire peur, naturellement, mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'objet de cette vidéo c'est de faire de la pédagogie, c'est de vous informer. Donc moi je vous dis absolument tout, de façon à ce que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Alors si vous avez du patrimoine, c'est-à-dire vous êtes propriétaire par exemple d'une maison ou d'un appartement ou de plusieurs appartements, de plusieurs actifs, vous pouvez protéger ces derniers en créant tout simplement une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Il y a plus de formalisme, et puis il faut faire aussi attention à un certain nombre de choses, parce que si jamais il y a une faute de gestion, ou si jamais il y a des problèmes de malversation, cette protection risque de sauter. Donc là encore, il convient de bien s'informer. Alors là, je vais pas trop détailler l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, que vous pouvez naturellement créer dans le cadre d'une micro-entreprise, parce que sinon la vidéo elle va faire plus d'1 heure, d'accord? Donc je ferai une vidéo spécifique là-dessus pour pouvoir vous détailler les spécificités
de cette forme juridique qui peut être donc créée dans le cadre d'une micro-entreprise. Alors, parmi les obligations, les amis, que vous allez devoir remplir, la première d'entre elles, ce sont des obligations déclaratives. C'est-à-dire qu'en tant que micro-entrepreneur, eh bien, vous allez devoir déclarer le chiffre d'affaires de votre auto-entreprise. Et ceci, même lorsque ce chiffre d'affaires est nul. D'accord? Donc, ça veut dire que même si vous faites 0 de chiffre d'affaires, vous devez quand même déclarer votre chiffre d'affaires parce que sinon, eh bien, vous allez recevoir une pénalité fiscale, tout simplement, pour défaut de déclaration. Alors après, vous pouvez faire une demande de remise gracieuse auprès de votre service impôt entreprise, mais bon, ça peut marcher une fois, mais là, au bout de la deuxième ou troisième fois, on va vous dire, bah, écoutez, vous êtes bien gentil, mais vous avez qu'à faire attention à ce que vous faites. Vous êtes responsable d'entreprise, donc vous devez savoir que vous avez les obligations légales à remplir, d'accord? Donc faut pas trop s'amuser quand même à éviter à ne pas déclarer parce que bah, au bout d'un moment ça finit par coûter cher quand même. Donc parmi les obligations déclaratives que vous aurez à faire, vous devrez donc déclarer soit mensuellement si vous en avez fait le choix en termes d'options lorsque vous avez créé votre micro-entreprise. Donc vous ferez une déclaration soit mensuelle de chiffre d'affaires au dernier jour du mois, ou bien une déclaration trimestrielle au 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier à midi, date limite de déclaration. Alors, petite précision quand même pour les nouveaux micro-entrepreneurs, pour ces derniers, eh bien, ils bénéficient d'un délai supplémentaire de 3 mois pour la première déclaration. Alors ça, ce sera quand même à vérifier parce que là, naturellement, toutes les infos que je vous donne là sont vérifiées, sont sourcées au moment où je publie cette vidéo. Mais peut-être que ce délai supplémentaire ne sera peut-être plus effectif d'ici 2 ou 3 ans, d'accord? Donc, de toute façon, ce qui se passe, c'est que sur toutes les vidéos que je publie, il faut toujours regarder la description de ces dernières, parce que naturellement vous avez les liens dans cette description, mais vous avez également des informations d'actualisation que j'intègre à chaque fois qu'il y a des changements qui ont été donc opérés, qui sont intervenus au niveau des informations que je peux délivrer. Donc ça veut dire que chacune de mes vidéos sont suivies de façon à ce que vous puissiez véritablement avoir toujours les dernières bonnes infos à votre disposition pour pouvoir tout simplement décider. Alors en ce qui concerne eh bien ces déclarations mensuelles ou trimestrielles, eh bien tout ceci va entraîner le calcul naturellement de plusieurs cotisations sociales et taxes. Déjà sur donc le montant hors taxe de votre chiffre d'affaires, donc toujours on raisonne toujours en chiffre d'affaires hors taxe, eh bien vous allez avoir les cotisations sociales pour tout simplement votre couverture sociale en cas de maladie, et puis cotisation sociale pour également pour votre retraite, d'accord? Donc sur ces déclarations mensuelles et trimestrielles seront calculées des cotisations sociales, maladie et retraite. Vous aurez également de calculer des taxes pour frais de chambre consulaire. Alors ça c'est valable uniquement pour les activités artisanales, les activités commerciales. Ce n'est pas le cas pour les activités libérales. Vous aurez également une contribution à la formation professionnelle, ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous cotisez, vous payez une cotisation pour la formation professionnelle, en tant que micro-entrepreneur, vous avez le droit à la prise en charge de formation dans le cadre de tout simplement de votre activité. Donc ça je le précise parce que beaucoup de micro-entrepreneurs payent des cotisations à la formation professionnelle et ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier au titre de cela de prise en charge de formation. Ils ne font pas la demande auprès des organismes qui ont en charge la gestion de ces cotisations, d'accord? Donc ça aussi ça fera l'objet de vidéos spécifiques pour pouvoir vous expliquer tout ça. Puis parmi les autres charges qui vous aurez également ou cotisations à payer, vous aurez le versement forfaitaire libératoire si tout simplement au moment de votre création vous en avez fait l'option. Parallèlement à tout ça les amis, eh bien parmi les autres obligations que vous aurez à remplir, vous aurez à respecter tout simplement les seuils de chiffre d'affaires, puisque vous le savez aussi bien que moi, le régime micro-entreprise est soumis à un plafond de chiffre d'affaires annuel. Alors je vais vous donner le montant de ces plafonds, ce qui en fait varie selon la nature de l'activité. Je vous donne les chiffres 2020, d'accord?
Il y a peu de chances que ce soit changé en 2021. Donc pour toutes les activités d'achat-vente de marchandises, puis également les activités de vente de denrées à consommer sur place et prestations d'hébergement, donc les activités soumises au BIC, bénéfices industriels et commerciaux, le plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser est de 176 200 € hors taxe. Pour les activités de prestation de services commerciales ou artisanales, le plafond est de 72 500 € hors taxe. Et pour les professions libérales, mais c'est pareil, c'est 72 500 € hors taxe. Alors, ce qui est hyper important à bien comprendre, c'est que les plafonds, faut pas les prendre comme ça, il faut les proratiser. Ça veut dire que concrètement, si par exemple vous créez au 1er septembre 2020, pour quelle que soit l'année, vous avez déjà 6 mois sur 12 mois qui correspondent à une année complète, une année pleine, vous avez déjà 6 mois de passé sur 12, d'accord ? Donc ça veut dire qu'il vous reste 6 mois pour boucler votre année. Donc si vous êtes par exemple en profession libérale, eh bien il faudra faire 72 500 € hors taxe multiplié par 6 divisé par 12. D'accord, c'est une simple règle de 3 qui vous permettra de connaître tout simplement le montant du plafond à ne pas dépasser d'ici la fin de l'année. Donc après, vous le ramenez au nombre de mois pour vous donner une indication. Mais ce qui sera surtout important, ce sera de ne pas dépasser ce chiffre qui ne correspondra pas à 72 500 €. D'accord ? Ça, c'est hyper important parce qu'on ne le dit pas forcément aux porteurs de projets. Alors, vous allez me dire, c'est à eux de se renseigner. Oui, naturellement. Mais là encore, c'est comme tout, quand on n'y connaît rien, eh bien, c'est difficile de poser les bonnes questions, naturellement. Beaucoup de personnes ne proratisent pas et au final, ils se retrouvent à dépasser le plafond et donc ils peuvent être amenés à sortir du dispositif micro-entreprise. Alors attention, je précise quand même que vous ne sortez pas comme ça brutalement du régime micro-entreprise du jour au lendemain. Il y a quand même une certaine forme de tolérance quant aux montants qui sont dépassés. Je vous rappelle quand même que j'ai fait une vidéo spécifiquement là-dessus sur la gestion des dépassements de plafond de chiffre d'affaires pour les micro-entreprises. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous encourage à aller voir cette vidéo une fois que vous aurez terminé cette capsule pour justement faire le point sur la gestion de ces dépassements. Alors je vais pas ici naturellement rentrer dans les détails vu que ça a déjà été vu dans une autre vidéo, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que les dépassements de seuil de chiffre d'affaires vont naturellement entraîner des conséquences au niveau fiscal et au niveau social. Et tous ces changements vont être différents en fonction tout simplement de la date d'ancienneté de votre micro-entreprise, mais également de votre situation antérieure. D'accord ? Alors ce qu'il faut savoir par ailleurs avec tout ça, c'est que depuis le 1er janvier 2018, les micro-entrepreneurs peuvent également être redevables de la TVA si leur chiffre d'affaires annuel dépasse certains plafonds, là encore. Alors, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, et je sais que c'est pas évident quand on démarre, quand on commence à se renseigner sur justement les différents régimes, notamment celui de la micro-entreprise, c'est que tout à l'heure je vous ai parlé de plafond. Ça concernait le plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour rester dans le régime micro-entreprise. D'accord ? Là, je vous parle de quoi ? Là, je vous parle de plafond pour savoir si vous êtes redevable de la TVA ou pas. Donc c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes plafonds, d'accord ? Donc si jamais vous dépassez les plafonds que là je vais maintenant vous citer, eh bien vous allez devoir facturer la TVA à vos clients et donc la reverser à l'État. Mais ce que vous devez savoir également sur le plan fiscal, et ça c'est une règle de base en matière de droit fiscal, c'est que si vous collectez la TVA, c'est-à-dire que si vous facturez la TVA sur les ventes que vous réalisez, vous pourrez naturellement la récupérer sur vos achats. Donc ça c'est très important. Donc au final, la TVA réelle que vous verserez aux impôts, ce sera la TVA collectée, c'est-à-dire la TVA que vous avez facturée à vos clients et qu'ils vous ont payé lorsqu'ils ont payé leur facture, tout simplement, d'accord ? Donc ce sera la TVA collectée moins la TVA déductible qui correspond à toute la TVA que vous avez payée sur vos différents achats de marchandises ou de services si vous en avez eu dans le cadre de votre activité, d'accord ? La différence entre la TVA collectée et la TVA, ce qu'on appelle déductible,
donnera la TVA à décaisser, c'est-à-dire la TVA réelle que vous serez amené à payer aux impôts. Ok? Alors concrètement au niveau de ces plafonds de TVA, si vous dépassez 94 300 € hors taxe pour les activités d'achat, vente de marchandises ou encore vente de denrées à consommer sur place ou encore prestation d'hébergement, et bien dans ce cas-là, vous serez soumis à TVA. Deuxième plafond à connaître, qui concerne eh bien les prestations de services commerciales ou artisanales, mais également les activités libérales. Si vous dépassez 36 500 € hors taxe de chiffre d'affaires dans votre année civile, eh bien vous devrez facturer la TVA à vos clients. Ok? Donc comprenez bien que si vous facturez la TVA à vos clients, vous pourrez la récupérer sur la totalité de vos achats. C'est un principe fiscal qu'il faut bien avoir en tête. D'accord? Là encore, naturellement, le plafond de TVA est à proratiser, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour les plafonds de chiffre d'affaires, pour rester dans le régime micro-entreprise. D'accord? Donc là encore, vous ne faites pas avoir, il faut proratiser les plafonds que je viens de vous donner. Donc là encore, eh bien pour la déclaration de votre TVA, ça se passera sur le compte, votre compte fiscal professionnel, où vous liquiderez la TVA mensuellement ou trimestriellement. Donc liquider, ça veut dire tout simplement en termes fiscaux, en termes comptables, ça veut dire payer votre TVA. D'accord? Alors autre chose aussi à savoir pour ne pas vous faire avoir avec ça, en ce qui concerne la TVA, c'est que si vous êtes amené à dépasser le plafond de TVA en cours de mois, eh bien vous devrez facturer la TVA à vos clients à compter du premier jour du mois de dépassement. D'accord? Eh oui, n'oubliez pas qu'on est en France, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, eh bien, vous comprendrez que la fiscalité, la compta, c'est une chose, mais que l'aspect commercial, c'est encore autre chose. Et franchement, c'est vrai que c'est pas cool de devoir renvoyer une facture à vos clients qui annule la facture que vous avez peut-être déjà fait, en leur disant, eh bien, dorénavant, je suis donc soumis à TVA, mais surtout, eh bien, la dernière fois, je vous ai fait une facture, mais votre facture, elle est pas bonne, vous pouvez me la mettre à la poubelle, je vous refais cette fois-ci une facture, mais avec TVA. Et là, généralement, eh bien, le client fait un peu la tête, hein, donc c'est pas génial au niveau commercial. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que pour ménager le chou et la chèvre, eh bien, les professionnels prennent à leur compte le montant de la TVA, mais ça veut dire que ça va tout simplement être une perte sèche pour eux. En tout cas, ça va rogner leur marge, ça c'est clair sur l'opération. Ou bien ce qu'ils font, eh bien, c'est que parce que le problème de ça, c'est que vous avez certains clients qui vont contester la chose en disant oui, mais moi j'ai pas signé un devis avec TVA. J'ai signé un devis sans TVA, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai signé avec vous. Mais là, de toute façon, la réponse elle est simple, que le client soit content ou pas content, d'accord ou pas d'accord, peu importe. La fiscalité, c'est la même pour tout le monde. Il se trouve qu'à partir du moment où vous êtes redevable de la TVA, vous devez lui facturer, point barre, c'est une obligation fiscale, et donc votre client se doit de payer cette TVA. Et là encore, comme je vous disais un instant, sur le plan relationnel, c'est pas génial. Parce que en plus, ce qu'il faut savoir au niveau comptable, c'est que si vous avez déjà fait une facture, il va falloir annuler cette dernière par le biais d'une facture d'avoir qui va venir annuler la facture précédente, parce que vous savez qu'en comptabilité, eh bien vous avez des numéros de facture qui doivent se suivre, d'accord? C'est ce qu'on appelle des factures avec un classement chronologique, d'accord? Donc ce qui est très important sur une facture, c'est notamment son numéro de facture. Donc vous pouvez pas supprimer une facture comme ça dans votre logiciel de comptabilité, enfin dans un vrai logiciel de comptabilité qui respecte les obligations et les normes comptables, d'accord? Donc ça veut dire que concrètement vous allez devoir faire une facture d'avoir qui va annuler la première facture pour refaire une facture, mais cette fois-ci avec la TVA. Et donc votre client vous paiera le montant. Alors si le client vous a, parce que ça c'est également une possibilité, vous a déjà payé, et bien dans ce cas-là vous lui faites payer, je dirais la différence tout simplement de la TVA qui correspond au montant de la TVA qu'il n'a pas payé, et ça vous le faites apparaître sur la facture, hein, d'accord, vous le gérez tout simplement de façon qu'il n'ait
que sur sa facture le montant dans le bas de la facture à payer qui correspond à celui de la TVA. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc vous voyez, ça fait partie là encore des choses qu'il faut savoir pour pouvoir le gérer. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous voyez que vous arrivez assez rapidement au plafond de TVA, au plafond de chiffre d'affaires pour la TVA, eh bien moi ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas attendre le milieu de mois et de vous retrouver un petit peu le bec dans l'eau à devoir refaire tout un tas de paperasse pour être en conformité. Moi ce que je vous recommande de faire, c'est que quand vous voyez que vous allez dépasser tout simplement le plafond de TVA, eh bien vous commencez à la facturer, vous anticipez. Alors vous anticipez pas naturellement 2 mois à l'avance, hein, mais généralement c'est à quelques jours, hein, ça se joue sur ces créneaux-là. Et donc vous prévenez, le mieux au niveau commercial, c'est de prévenir le client que vous êtes sur le point de dépasser le plafond et que vous êtes sur le point par conséquent de devoir facturer la TVA. Et vous l'intégrez dans votre devis d'origine, ce qui permettra eh bien de gérer la situation alors juridiquement pour vous de manière confortable, et puis au moins vous aurez averti votre client, donc sur le plan commercial ça permet de limiter un peu la casse. Voilà pour tout ce qui concerne donc les formalités déclaratives en matière de TVA. Maintenant, il y a d'autres obligations aussi à gérer pour vous. C'est notamment tout ce qui relève des questions d'assurance, d'accord? Donc, il faut savoir, et ça c'est ce que je disais dans une de mes vidéos, c'est que le régime micro-entreprise, c'est quoi une micro-entreprise? C'est une entreprise individuelle soumise au régime micro-social, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en entreprise individuelle, eh bien, le patrimoine de votre entreprise est confondu avec le vôtre, ce qui veut dire que vous engagez de manière illimitée votre responsabilité en cas de dette, d'accord? Alors que dans une société, si on fait la comparaison, eh bien, votre responsabilité sera limitée au montant de vos apports, c'est-à-dire que s'il y a des dettes dans la société, et si cette société est obligée d'être mise en redressement judiciaire avec liquidation immédiate, eh bien, vous ne perdrez que le montant de vos apports. On ne viendra pas chercher, les créanciers ne viendront pas eh bien, se servir sur votre patrimoine personnel pour se rembourser des dettes, d'accord? Vous êtes protégé, la responsabilité est limitée dans une société. Enfin, pour les régimes fiscaux d'entreprise qui ont cette responsabilité limitée naturellement, hein. Donc tout est dans le libellé d'ailleurs, hein. On parle de SARL, donc de société à responsabilité limitée, on parle de URL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui est une SARL avec un associé unique, on parle de SAS, donc société par action simplifiée, et on parle de SASU, c'est-à-dire société simplifiée avec un associé unique. D'accord? Alors concrètement, alors je vous dis pas ça, je le précise au passage pour vous coller la trouille, hein, loin de moi cette idée, simplement c'est important de le savoir, c'est pour ça que je dis qu'une micro-entreprise, c'est une entreprise à part entière, et quand vous devenez micro-entrepreneur, vous devenez chef d'entreprise avec des responsabilités, c'est-à-dire avec des droits, mais aussi en fait naturellement des obligations, et donc ça il faut bien l'avoir en tête, de la même manière que si vous avez un patrimoine, par exemple un patrimoine typiquement immobilier, mais pas seulement, vous pouvez aussi avoir un patrimoine constitué de portefeuilles d'actions, par exemple, ou de parts sociales d'entreprise, peu importe, ou de comment dire, de droits d'auteur, enfin bref. Eh bien, il faut réfléchir à ça, d'accord? Donc il va peut-être falloir penser à protéger votre patrimoine. Donc il faudra peut-être aller vers une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Alors il y a tout un tas je dirais, de formalités à accomplir. Ça va pas être l'objet de cette vidéo, je ferai une vidéo détaillée là-dessus pour eh bien vous informer, parce que si je commence à rentrer dans les détails, là on en a pour 1 heure, 1 heure et demie, et sachez que si vous avez du patrimoine, vous pouvez créer dans le cadre du régime micro-entreprise, une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ce qu'il faut savoir dans le cadre d'une micro-entreprise et d'une entreprise individuelle classique, c'est exactement la même chose, c'est que le législateur est intervenu pour, je dirais, limiter un petit peu la casse au niveau des indépendants qui exercent une activité en nom propre, parce que c'est vrai que, eh bien, quand on a une responsabilité limitée dans le cadre d'une activité professionnelle,
bon, ça peut être extrêmement dangereux, et il y a eu vous savez, vous avez des gens comme ça qui, lorsqu'ils eh bien font faillite, ils perdent tout, et ça conduit à des divorces, à des suicides, à des choses extrêmement difficiles dans sa vie personnelle. Donc c'est pour ça que là encore, faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas prendre la création d'une micro-entreprise à la légère. Il faut bien étudier, il faut bien savoir dans quoi vous vous engagez et évaluer les risques professionnels inhérents à votre activité pour pouvoir savoir si il serait pas opportun, plutôt que de créer une micro-entreprise, de créer par exemple une URL, une SASU, ou de créer une entreprise individuelle à responsabilité limitée. D'accord ? Dans tous les cas, de toute façon, dans le cadre de votre activité, notamment en micro-entreprise, vous aurez tout intérêt à couvrir les risques une fois que vous les avez évalués, pour pouvoir gérer ces risques, parce que la meilleure protection contre des risques, c'est d'abord de les anticiper. Et pour les anticiper, il faut en faire l'inventaire, d'accord ? Donc vous avez des assurances qui permettent de gérer ce risque lié au régime d'entreprise individuelle. Et puis vous avez certaines professions où là vous n'avez pas le choix, vous allez être obligé de souscrire une ou plusieurs assurances, et dans certaines activités c'est même d'ailleurs une obligation légale. Par exemple, si vous exercez certaines activités, vous avez la responsabilité civile professionnelle qui va être obligatoire. Notamment pour les activités suivantes, à la fois les activités de santé, de bien-être, des activités liées à la construction, au BTP, à l'habitat, tout ce qui relève du secteur automobile, des transports, du sport, des loisirs, de la culture aussi. Et puis tout ce qui relève également de l'intermédiation du courtier d'assurance, et puis de conseil financier. D'accord ? Donc pour toutes ces activités-là, vous devrez obligatoirement avoir une responsabilité civile professionnelle. Alors là encore, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus, donc je vous mets également le lien dans la description de cette capsule. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur notamment les assurances professionnelles. Je pense que j'ai fait quelque chose d'assez complet, ce qui vous permettra d'avoir toutes les infos nécessaires pour pouvoir déjà vous remettre en recherche d'une assurance professionnelle. J'attire votre attention sur le fait également que sur le groupe Facebook justement, dans un des modules, j'ai intégré une synthèse sous forme d'e-book que vous pouvez télécharger naturellement pour pouvoir avoir la méthodologie pour trouver une assurance professionnelle. Et puis là encore, je ferai sans doute des vidéos de présentation de certains assureurs, puisque sur le groupe, j'ai eu pas mal de remontées de personnes qui m'avaient posé des questions et qui donc sont revenus vers moi pour me dire quelles assurances ils avaient souscrit et pourquoi ils avaient pris tel assureur plutôt qu'un autre. Donc là encore, ça peut être intéressant sur le groupe de partager ces expériences pour dégrossir un peu les choses, parce que c'est vrai que dans le secteur des assurances professionnelles, il y a énormément d'offres et c'est pas toujours évident de s'y retrouver, surtout au départ. D'ailleurs, quand on débute. Donc la responsabilité civile professionnelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va garantir les biens matériels, immatériels ou corporels qui sont tout simplement en cas de litige, mais en cas d'accident, ou en cas de dommage plutôt causé à des tiers dans le cadre de votre activité professionnelle, d'accord ? Alors, de la même manière, là on passe à autre chose, c'est que vous avez ce qu'on appelle une assurance décennale qui est obligatoire pour les activités de construction ou toutes les activités qui se rattachent au BTP, d'accord, et qui va vous protéger en tant que micro-entrepreneur dans le cadre de votre activité pendant 10 ans, après la réception naturellement des travaux. Et de toute façon, vous ne pourrez pas intervenir sur des chantiers si vous n'avez pas cette assurance décennale qui s'impose à tous les micro-entrepreneurs. Ce qui veut dire que là encore, ça vient tordre le cou à toutes les bêtises que j'entends parfois, qui consiste à dire que les micro-entrepreneurs font de la concurrence déloyale parce qu'ils sont pas soumis aux mêmes obligations que les autres sur les chantiers BTP par exemple. Eh bien c'est totalement faux, tout le monde est soumis aux mêmes obligations légales, et un micro-entrepreneur qui n'a pas d'assurance professionnelle et qui n'a pas d'assurance décennale,
est dans l'illégalité et il ne pourra pas de toute façon travailler parce qu'aujourd'hui la législation est faite de telle sorte que le donneur d'ordre peut voir également sa responsabilité au pénal engagée. Alors là encore, je vais faire une vidéo spécifique sur la garantie décennale parce que j'ai pas mal de questions sur le groupe Facebook et on m'en pose pas mal également sur Messenger. Donc je vais faire une vidéo dédiée à cela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est parallèlement à tout ce que je viens de vous dire, vous avez également d'autres assurances qui vont être complémentaires, non obligatoires mais complémentaires auxquelles il faut réfléchir en cas tout simplement de chômage et puis de perte d'exploitation, parce que je vous le rappelle là encore, à partir du moment où on devient entrepreneur, qu'on crée une entreprise, eh bien il n'y a pas de filet de sécurité, donc là encore il faut gérer le risque. Donc vous avez des assurances pour ça en cas de chômage et de perte d'exploitation. Alors chaque secteur d'activité a ses spécificités, et donc forcément une gestion des risques qui lui est affectée. Donc ce qui est très important là encore, c'est d'évaluer les risques qui sont liés à votre activité pour pouvoir en parler avec votre assureur, avec votre courtier en assurance, d'accord, de manière à pouvoir couvrir le mieux possible les choses. Alors je dis que c'est important de bien définir les risques, parce que bon, des fois, vous savez, souvent au niveau des assurances, on a tendance à aller vers le moins cher, mais le moins cher, ça veut pas dire grand chose, parce que si vous avez le moins cher, mais avec une coquille vide, au final, ce qui est moins cher, ou pas cher du tout, est déjà trop cher, puisqu'il y a rien, ça va rien vous protéger. Et donc, c'est important de bien décortiquer les contrats d'assurance et de bien voir les risques qui sont couverts par ces derniers, et donc naturellement en fonction des risques, de l'importance et du risque que prend l'assureur, eh bien le prix s'en fait sentir. Mais ça sert à rien d'avoir une assurance qui ne couvre rien, franchement, parce que le jour où vous en aurez besoin, il y aura personne au rendez-vous. Donc c'est important là encore, ça fait partie des choses que le porteur de projet sur lesquelles il doit s'interroger, d'où l'importance, les amis, et je le répéterai jamais assez, de faire un business plan pour pouvoir s'interroger notamment sur ça, parce que ça fait partie de tous les points que l'on a à voir dans le cadre d'un business plan. Donc n'allez pas comme ça créer une boîte quelle qu'elle soit, la fleur au bout du fusil, les mains dans les poches, tout ça, ça se prépare. Je vois trop de gens qui se plantent tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de créer un business plan et donc de travailler sur leur projet. Un business plan, c'est pas un vague machin, un vague tableau Excel avec 10 chiffres dedans, c'est bien plus que ça. C'est un outil de travail qui vous permet de construire votre projet et de gérer les choses et de gérer le déploiement et de mettre en place des stratégies de déploiement de votre entreprise. Donc c'est très très important de travailler là-dessus, mais là encore on aura l'occasion d'y revenir à la fois sur la chaîne et sur le groupe Facebook. Et puis pour être totalement complet avec ça, et après on arrêtera avec cette vidéo, mais ce que je voulais également vous dire, c'est que la souscription d'une assurance est obligatoire dans le cadre d'une activité selon la nature de cette dernière, et quand c'est obligatoire, sur vos devis et vos factures, eh bien vous devez mentionner l'assurance qui est souscrite, les coordonnées de l'assureur et puis du garant de cet assureur, ainsi que la couverture géographique du contrat d'assurance, d'accord? Donc ça fait partie des mentions obligatoires lorsque vous êtes dans un secteur d'activité qui oblige à avoir certaines assurances. Donc là encore, le micro-entrepreneur est soumis aux mêmes règles que tous les autres professionnels, donc vous devez respecter ces éléments d'information. C'est très très important de les faire apparaître sur à la fois vos devis et vos factures, et puis par la même occasion, faites-les apparaître également dans vos lettres à en-tête. Ça permet également de rassurer les prospects, et ça permet d'inspirer confiance, et Dieu sait que c'est le cœur, c'est la confiance, c'est le cœur des choses dans le business. Voilà les amis pour cette vidéo. Si vous avez des questions, eh bien vous pouvez les poser à travers les commentaires de cette vidéo, et puis encore mieux, vous pouvez les poser directement sur le groupe Facebook. Vous avez tous les liens dans la description de cette capsule et en fiche info en haut à droite. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles capsules. Salut et bon courage à tout le monde.